Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. C'est vous qui, au nom de l'Assemblée nationale, contrôlez le budget de l'État. La France dispose d'un nouveau Premier ministre, certes, mais pas encore d'un budget. Si le gouvernement est censuré et qu'on n'a pas de budget du tout, on peut se retrouver en situation de shutdown. C'est ce que craint le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Est-ce que vous aussi, vous envisagez ce scénario ? Est-ce que c'est possible ? Écoutez, il y a quand même pas mal de mesures dans la Constitution qui permettent de l'éviter. Alors je dis pas qu'il faut y recourir parce que ça passe par éventuellement des ordonnances. Enfin, je vais pas rentrer en détail, mais bon, il y a des qui serait une situation de crise. Maintenant, à rebours, on peut pas nous dire que si par exemple le gouvernement veut passer par 49.3 parce qu'il a pas de majorité, il faudrait ne pas déposer de motion de censure pour s'assurer que la France est un budget. Parce que si la France a un budget qui fait mal au pays, je ne vois pas en quoi les Français y gagneraient. On rappelle d'ailleurs le shutdown, c'est un terme qui nous vient des États-Unis, ça veut dire qu'on ne peut plus lever l'impôt, qu'on ne peut plus dépenser d'argent. Donc ça, si vous voulez, c'est pas vrai. Voilà, il y a des mesures qui ont déjà été utilisées 2 fois dans la Ve République, 62 puis de mémoire 91, peut-être que je me trompe sur la deuxième, qu'importe, qui le permettent. Mais moi, je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je souhaite qu'on arrive à soit transformer totalement ce budget, c'est possible. Ma commission, à mon avis, vous verrez qu'elle ressortira transformée, à mon avis, dans le sens de ce que nous proposons au niveau du nouveau Front populaire. Puis on verra bien ce que fait le gouvernement. Oui, on va rentrer dans les détails. S'il veut passer en force comme la dernière fois, c'est-à-dire avec le 49.3, il sera battu, il y aura motion de censure, et puis on verra bien ce qui se passera. D'abord sur le calendrier, est-ce qu'on est en retard ? Est-ce que c'est rattrapable ? Est-ce qu'un budget peut voir le jour ? Déjà. Oui, bien sûr. Tout simplement parce que déjà cet été, en réalité, Bercy a travaillé. C'est des ministres démissionnaires qui ont beaucoup travaillé. Et ils ont préparé un budget qui, en gros, poursuit la même politique de l'offre, de la compétitivité, de l'austérité que M. Macron voulait. Donc, il y a un budget disponible. Manifestement, ça sera un des sujets de la commission que j'ai ce soir avec les ministres Le Maire et Cazenave. Ils veulent l'aggraver dans le sens de l'austérité. On y reviendra peut-être. Est-ce que vous les recevez tous les deux à 17h30 à la commission des finances de l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont démissionnaires. Vous allez les interroger sur quoi ? Parce qu'en fait, j'avais prévu cette semaine, d'auditionner les nouveaux ministres. D'accord ? Parce que je pensais quand même que 52 jours de gouvernement démissionnaire, j'imaginais pas que ça serait aussi long. D'accord ? Donc c'est pas le cas, il n'y a pas les nouveaux ministres. Mais par contre, il y a un sujet qui est quand même intéressant, c'est que, figurez-vous, il y a le budget 2025, mais il y a le budget 2024. Et le budget 2024, pour vous dire un peu l'état d'esprit aujourd'hui de Bruno Le Maire, il estime qu'il faudrait, en plus des 10 milliards qui ont été annulés au début de l'année de dépenses publiques, annuler complètement le gel qui a été prévu, soit 16 milliards, ça ferait 26 milliards. Donc on rentre quelque part dans le vif du sujet. Alors même que le déficit s'accroît de manière plus considérable que ce qui était prévu, une fois de plus, et que tout montre que c'est parce qu'il y a des recettes en moins, eh bien, c'est toujours par les dépenses publiques qu'on entend régler le problème. Donc, l'austérité crée de l'austérité, les dépenses publiques créent du déficit. De baisser les dépenses publiques, paradoxalement, crée du déficit. Si vous me donnez 2 minutes, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, eux veulent continuer la même politique dès 2024. Donc, c'est la raison pour laquelle on les auditionne aujourd'hui sur leur budget 2024. On pose quand même les chiffres. Il faut trouver, selon les chiffres de Bercy, 25 à 30 milliards, soit sous la forme d'économie, soit sous la forme de prélèvement. Pour l'ordre de grandeur, le budget du ministère de l'Intérieur, par exemple, c'est 34 milliards. Donc là, on parle de 30 milliards à trouver. Comment on s'en sort ? Quelles pistes sont prioritaires selon vous ? Surtout pas celles qu'entend mettre en application. Mais les vôtres. Les nôtres, c'est très simple. C'est que le déficit de l'État augmente du fait qu'il y ait moins de recettes. Voilà. En gros, vous avez ce qu'a organisé M. Macron, notamment avec des cadeaux fiscaux aux plus riches, et notamment les plus riches détenteurs des capitaux, soi-disant pour attirer les capitaux en France. Ça coûte environ au pays 70 milliards d'euros par an. C'est pas soi-disant parce que ça marche. On le voit sur le papier que la France n'a jamais été aussi attractive. Mais non, ça marche pas en termes d'emploi, ça marche pas en termes de croissance, ça marche pas en termes d'activité, ça marche même pas en termes de réduction des déficits. Il y a plus d'investissements qu'avant. Par les entreprises étrangères. Alors, si vous regardez, c'est un peu compliqué. Les investissements, si on regarde les calculs du nombre d'investissements, oui. Si après on regarde le nombre d'emplois créés, non. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais globalement, il n'y a pas une seule étude, y compris par exemple France Stratégie, qui est directement sous l'égide de Matignon, qui montre que cette politique dite de l'offre et de la compétitivité, où vous attirez les capitaux. Vous savez, c'est la fameuse phrase du chancelier allemand Helmut Schmidt dans les années 80. Je vous en voudrais pas vous en souvenir, mais c'est les profits d'aujourd'hui sont les investissements
l'investissement de demain et les emplois d'après-demain. Eh bien, il n'y a pas une seule étude qui montre que ça fonctionne. Pas une. Bon. Donc, cette politique coûte très cher au pays, 70 milliards. Si on additionnait ces 70 milliards sur plusieurs années, on serait en dessous, et qu'on évitait de avoir grévé le budget de l'État ainsi, on serait en dessous de 3% de déficit. L'argument donc, qui vous était opposé ces dernières années. Il faut bien comprendre, je termine là-dessus, il faut bien comprendre une chose. Et même les économistes libéraux sont d'accord, comme François Ekal, qui a été auditionné il y a peu de temps en commission de défense. Le déficit du pays n'est pas dû à une augmentation des dépenses publiques. La preuve, par rapport au PIB, l'an dernier, ça a baissé de 1,5, mais il est dû aux baisses de recettes. L'an dernier, ça a baissé de 2%. Mais voilà le problème auquel nous avons affaire. L'argument qui vous est opposé depuis quelques années par les macronistes, c'est que la France est le pays en Europe où le taux d'imposition, ou le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé. Oui, et alors ? Non, ça veut dire qu'on a le droit d'avoir un modèle différent. Non, bien sûr, mais on peut encore augmenter sans gréver la compétitivité du pays. Mais la France est aussi le pays champion d'Europe, par exemple, en dividendes versés. D'accord ? Aujourd'hui, c'est le pays, sur 150 milliards à peu près de bénéfices du CAC 40, vous avez la moitié versée en dividendes. Chaque année, on bat ces records. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital, non seulement il y a de plus en plus de richesses qui partent vers le capital, mais en plus, ça part vers le capital non investi, celui des dividendes. Ça, c'est le premier constat. Et la France est aussi championne d'Europe en termes d'aide aux entreprises non conditionnées. On atteint 211 milliards d'euros tout cumulé par an. Donc ça, il faut aussi le regarder, et c'est aussi là-dessus qu'on a, à mon avis, des pistes d'économie à faire. Quand le Premier ministre parle ce week-end de plus de justice fiscale, vous lui dites quoi ? Il faut agir sur les exonérations des entreprises, par exemple. Il faut agir sur 3 pistes pour faire rentrer des recettes. La première, c'est faire en sorte de mieux payer les revenus du travail. C'est-à-dire d'augmenter les salaires. C'est pour ça que nous, on proposait le SMIC à 1 600 € net. Et puis... Non, mais sur les impôts. Oui, mais je vais vous répondre. Le point d'indice, si vous augmentez les salaires, vous avez plus de cotisations, vous avez plus de rentrées fiscales, premièrement. Deuxième piste, c'est effectivement une plus grande justice fiscale, c'est-à-dire revenir notamment sur tous les cadeaux qui ont été faits au capital, la suppression de l'ISF, l'installation de ce bouclier social du capital qui est la flat tax, etc. Il faut revenir dessus. Ça peut vite rapporter des dizaines de milliards d'euros. Et puis, la troisième piste, c'est arrêter avec des dépenses fiscales inutiles. C'est aussi des dépenses. Donc, par exemple, sur votre premier point. Par exemple, certains cadeaux aux entreprises, je dis pas qu'il faut arrêter les aides aux entreprises. Mais il y a des aides aux entreprises qui partent en dividendes. C'est pas normal. Vous misez toujours sur 50 milliards de hausse d'impôts, vous ? On n'a pas dit, c'est pas. Ah si, c'est ce que vous disiez au NFE pendant la campagne. Non, mais je vais vous répondre. J'ai participé au chiffrage, donc je sais à peu près. Nous, ce que nous avons dit, c'est que toute dépense sera compensée par une recette. Bien. Et donc, on atteint au bout de 3 ans, on avait imaginé 150 milliards de dépenses en plus pour la transition écologique si nécessaire, la santé, l'éducation, etc. Et les recettes, c'est à la fois une augmentation des impôts des plus riches. On estimait qu'il y avait surtout les 10% les Français qui allaient toucher, les autres non. Mais c'est aussi, je vous dis, de récupérer à un moment donné certaines dépenses fiscales inutiles. Par exemple, je vous en donne un, le crédit impôt recherche. Tout le monde sait aujourd'hui, il y a même une étude qui vient d'être faite, y compris de l'IGF, que ça marche mal, que ça favorise les très grandes entreprises, y compris celles qui licencient des postes de chercheurs comme Sanofi. Voilà, là, il y a des gisements de plusieurs milliards d'euros. Donc on traque les niches fiscales. Pourraient rapporter comme ça 50 milliards par an. Et Éric Coquerel, puisqu'on parle des dépenses, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Thomas Fatome, dit ce matin dans Les Échos que les dépenses pour les arrêts maladie explosent, plus 8% sur le premier semestre. Il en appelle à un nouveau régime d'indemnisation. Est-ce qu'il a raison ? Non, il n'a pas raison, parce que quand ça devient structurel, il faudrait peut-être se demander pourquoi le travail rend plus malade. Voilà, c'est ça la vraie question. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée que les gens se déclareraient de manière inutile, malades, ou que des médecins seraient la caution de ça. Par exemple, il y a 7000 médecins en France dont ils vont se rapprocher pour... Voilà. Moi, je m'inquiéterais plutôt sur le fait que pourquoi il y a plus de burn-out, pourquoi il y a plus de maladies professionnelles, pourquoi les gens sont aussi épuisés au travail, pourquoi les conditions même de management à certains moments dans des très grosses entreprises, y compris dans le service public, sont plus dures. Je pense que ça résoudrait la question du... Donc c'est pas le système d'indemnisation qu'il faut voir pour les arrêts de travail. Il reste que quand même, Éric Coquerel, la France, on l'a dit, a le niveau de dépenses publiques le plus important de la zone euro. Et pour moitié, il s'agit de la dépense sociale. Clairement, est-ce que notre système social, il n'est pas trop généreux ? Alors je vais vous dire une chose. L'an dernier, Bruno Le Maire était très heureux de pouvoir annoncer en 2023 que, contrairement à tout ce qui était annoncé, la France était à 1% de croissance.
Et il mettait en exemple, il disait, regardez, l'Allemagne est en récession. Pourquoi, à votre avis, l'Allemagne est en récession? Parce que l'Allemagne n'a pas encore n'a pas le matelas social qui reste encore en France, de protection sociale, etc., qui assure quand même que même dans les moments où ça va très très mal, par exemple, la consommation populaire continue à vivre. Autrement dit, au prix d'un endettement qui a augmenté. Bien sûr. Alors, je vais y venir. Mais les dépenses publiques, la protection sociale, c'est aussi des recettes. Ça permet aussi aux gens de continuer à vivre, y compris quand vous avez reflux d'activité. Et c'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, par exemple, l'OFCE explique que si jamais on baissait de 30 milliards l'an prochain les dépenses publiques, figurez-vous, la croissance diminuerait, passerait de 1 à 0,5% dans le pays, parce que ça a un effet récessif. Et quand... oui, mais alors, mais je vous écoute, mais dans ces cas-là, on fait quoi? Parce que si on vous écoute depuis tout à l'heure, on touche pas aux dépenses, surtout pas, sauf que, vous l'avez dit, l'Union européenne nous regarde, une procédure en déficit excessif a été ouverte, et on doit rendre des comptes à l'Union européenne. Alors déjà, on peut établir un rapport de force, mais je vais y venir. Mais nous, on fera pas pire. Excusez-moi, mais on n'est pas en train de parler de gens qui, chaque année, présentent des chiffres du déficit mirifiques. Au contraire, ils se trompent chaque année. Ils se trompent chaque année. Chaque année, c'est pire que ce qu'ils annoncent. Donc ça veut dire que leur politique, elle ne marche pas. Pourquoi? Je viens de l'expliquer. Parce que quand vous baissez les dépenses publiques de manière drastique, vous ne touchez que ça, d'accord? Eh bien, alors que c'est pas ça qui provoque le déficit, vous augmentez les déficits à venir. C'est ça qu'il faut nous assurer que paradoxalement, en augmentant certaines dépenses, on crée de la croissance et on peut réduire le déficit. Alors, en augmentant certaines dépenses, vous avez raison. Par exemple, si moi je mets beaucoup d'argent sur la transition écologique, on pense qu'il faut 37 milliards de plus de dépenses publiques à minimum. Hein, c'est Pisani-Ferry, qui était un économiste proche de Emmanuel Macron, qui le dit. Si l'État investit, vous faites marcher des entreprises. Si vous décidez d'isoler plus de bâtiments, vous faites marcher le BTP. Si vous relancez le logement dans ce pays, qui est aujourd'hui un marasme terrible, eh bien, vous faites fonctionner aussi le BTP, etc. Mais on n'a pas les moyens, là, vous avez raison de dire que quand l'État investit, ça a un effet sur l'économie. Et deuxièmement, la question, encore une fois, je vous le dis tout à l'heure, c'est pas de ne toucher à rien, c'est de toucher tout ce qui coûte trop cher à l'État en termes de dépenses fiscales et puis d'impositions qui profitent aux plus riches. Mais de manière, attendez, il faut bien comprendre une chose, le macronisme, qu'est-ce que c'est? On est passé de 2017 à 2024, les 500 fortunes les plus riches de ce pays, elles possédaient 20% du patrimoine, aujourd'hui elles en possèdent 45% du PIB. Voilà, c'est ça le macronisme, c'est-à-dire qu'on a avantagé, mais ça coûte des dizaines de milliards d'euros, les ultra fortunés. Ça, il faut revenir dessus parce qu'on n'a plus les moyens des fortunes de ces 500 personnes. Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, avec nous jusqu'à 9h. On laisse passer le fil info. On vous retrouve juste après les 8h45. Maureen Suignard. Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des Finances de l'Assemblée. Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a expliqué aux 20h de TF1 qu'il organisera bientôt un nouveau débat avec les parlementaires, les partenaires sociaux également, pour améliorer la réforme des retraites, notamment pour les personnes les plus fragiles, sans dégrader l'équilibre financier. Est-ce que ça vous rassure? Non, pas du tout. C'est une façon de dire qu'il ne veut pas toucher à la réforme des retraites. Et au recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 Améliorer, ans. ça veut dire qu'il va y toucher. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est la communication. Je pense que... D'ailleurs, je crois que les conditions même de sa nomination, ou n'importe quelle nomination de Premier ministre par Emmanuel Macron, c'était le fait de ne pas toucher à sa réforme des retraites. Vous voulez dire qu'il y avait un veto d'Emmanuel Macron sur ce sujet-là? Absolument. Mais vous qui êtes le président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, vous connaissez les chiffres et vous savez que c'est un enjeu, cette réforme des retraites, entre 16 et 20 milliards d'euros par an. Vous êtes soucieux de l'équilibre financier du pays. Alors, revenons sur les chiffres. Si on parle d'abrogation... J'aime bien être précis avec les chiffres, d'accord ? Oui. Pour l'instant, ça ne nous coûte rien. Pour l'instant, là, au moment où on se parle, 2023-2024, les régimes étaient excédentaires. À 2027, on pense que la réforme des retraites telle qu'elle a été faite va rapporter d'un côté à peu près un peu plus de 10 milliards et de l'autre côté coûter à peu près 4,5 milliards parce que pour la bonne raison, c'est que vous comprendrez qu'il y a des gens qui ne peuvent plus partir à la retraite mais qui travaillent pas, eh bien c'est des prestations sociales qui prennent le relais. Bon, donc ça fait environ 5 milliards en 2027 et puis ça va augmenter et après, d'après le corps, après 2040, ça va rebaisser en lien avec la démographie. Donc on a affaire effectivement à un moment donné à un déficit sur 15-20 ans. Bien, en partir de 2027. Et nous, ce que nous disons, c'est que ce déficit, on peut le résorber, notamment pour aller globalement vite, par le partage de la richesse, de façon à ce qu'on ne contraigne pas les gens à travailler plus longtemps, ce qui est quand même l'inverse du progrès depuis des décennies, des conquêtes sociales. Comment on fait ? On peut augmenter légèrement les cotisations, très légèrement, 0,28% à peu près. On peut faire en sorte, justement, je le disais tout à l'heure, de créer de l'emploi, d'augmenter les salaires. Comme nous, on n'est pas de ceux qui disent il faut prendre sur le salaire brut
par rapport au salaire net. Comme le disent le RN, je suis comme macroniste, ça fait plus de cotisations qui rentrent. Et puis, ce que nous disons aussi, par exemple, on fait l'égalité de salaire homme-femme, ça augmente aussi les cotisations. Et puis aussi, je termine là-dessus, on peut prendre un peu... on peut prendre aussi un peu, même si c'est provisoire, au capital de ce point de vue-là, par exemple en faisant cotiser les dividendes. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites où on arrive de cette manière-là à équilibrer et à faire en sorte que ça soit pas toujours les mêmes qui payent la note. Vous augmentez les cotisations, vous augmentez le SMIC, vous diminuez des exonérations, vous faites augmenter de manière importante le coût du travail, vous diront un certain nombre de patrons, notamment de patrons de PME, et donc vous risquez de faire mal à l'emploi. Mais si vous avez compris tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en ce moment, ce dont nous souffrons dans le pays, c'est le coût du capital. Voilà, c'est ça qui aujourd'hui a pris beaucoup d'argent sur la richesse nationale dans la part de répartition de la richesse nationale. Là, vous opposez le travail et le capital. Ah oui, mais parce que le travail produit une part de capital et produit des revenus du travail, d'accord ? Les travailleurs produisent ça, la plus-value, c'est comme ça. Si le capital prend beaucoup, chacun comprendra, excusez-moi, c'est un peu de marxisme, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps, y compris le matin sur France Info, eh bien, le capital prend, ça prend sur les revenus du travail. Nous sommes pour faire le chemin. Mais tout ce que vous avez cité, en fait, devrait s'appliquer du coup à toutes les entreprises. Et là, ça touche aussi les TPE, les PME. C'est en ça que ça devient problématique, vous avez raison. Puisque ça va conduire à des défaillances d'entreprises. Eh bien, je vous réponds là-dessus. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré. Alors d'abord, c'est pas aussi important qu'on le dit parce que c'est pas tous les secteurs. Le secteur du commerce, c'est vrai, par exemple, il y a certains secteurs. Et nous, ce que nous disons, c'est que pour les entreprises qui auront pendant ce temps-là un peu de mal pendant quelques années et qui ne bénéficieront pas tout de suite du fait que les gens ayant plus de salaire consommons. Donc, par exemple, pour un commerçant, un traiteur, auront peut-être un peu plus tendance à aller chez un traiteur pour acheter parce qu'ils auront un peu plus d'argent. Pendant ce temps, nous, ce que nous assumons, c'est que les aides aux entreprises, justement, seront orientées vers celles qui créent de l'emploi ou celles qui sont, importantes pour l'économie. Et donc, on prendra, par exemple, à des entreprises comme Total qui sont aidées ou des entreprises comme Sanofi qui sont aidées alors qu'ils font des dividendes à ne plus savoir qu'en faire et qu'en plus, des fois, ils suppriment des emplois pour aider les TPE, PME dont vous parlez à passer le choc. Le truc, Éric Coquerel, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas au pouvoir. C'est Michel Barnier qui a été sinon, nommé on appliquerait tout ça et ça changerait pas mal. Premier ministre pour l'abrogation de la réforme des retraites. Le 31 octobre prochain, une proposition de loi RN sera examinée. Pour le même but, l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que la France Insoumise, est-ce que le nouveau Front Populaire va la voter ? Alors on va essayer d'éviter de se retrouver dans la situation, puis on va prendre le gouvernement au pied de la lettre, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'abrogation de la réforme des retraites est ultra majoritaire, d'accord, dans le pays. Ça, c'est montré aux législatives, c'est-à-dire qu'aux législatives, les partis qu'ils proposent, cumulés sur cette idée, c'est majoritaire. Tous les sondages le montrent, tous les syndicats étaient contre. Donc ce que nous allons dire, nous disons, c'est que nous demandons l'ouverture aujourd'hui d'une séance extraordinaire en septembre. Comme Marine Le Pen veut la même chose. Non, Madame Le Pen demande ce que nous demandons depuis juillet avec la nomination de Lucie Castex. Mais vous n'avez pas dit ce que vous feriez Non, mais vous n'avez pas dit ce que vous feriez. Des idées que nous portons. Oui, mais la proposition de loi, elle existe bien et elle a même une date, c'est le 31 octobre. D'accord. Dans ces cas-là, vous faites quoi ? Mais moi, attendez, laissez-moi répondre. Comme ça, vous interrogerez le gouvernement sur ce qu'il compte faire. Pour pas se retrouver dans cette situation où je vois bien le piège qui sera tendu. Ah, ils votent pour le RN, alors que M. Macron vient de se mettre dans les mains du Rassemblement national. Eh bien, nous demandons l'ouverture d'une séance extraordinaire. Et nous demandons que nous allons déposer une PPL qui est toute prête sur l'abrogation des réformes des retraites et nous demanderons au gouvernement de la mettre comme ça. Non, mais là, il faudra montrer qu'il n'a pas une vision politicienne des choses. Oui, mais il y a une question arithmétique qui est simple, c'est que si vous refusez de voter les textes du Rassemblement national et si le Rassemblement national refuse de voter vos textes, en fait, il n'y a pas de texte. Ça vaut d'ailleurs aussi pour les motions de censure. Ne vous inquiétez pas parce qu'après il y a d'autres niches. Je ne sais pas ce que on verra. C'est vrai qu'on a un problème. Je ne vais pas faire de langue de bois. On a un problème si le Rassemblement national propose ça parce que jusqu'à maintenant, nous avons toujours refusé de voter les textes proposés par le Rassemblement national. Mais d'autant plus que, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Rassemblement national n'a pas été très en avant dans la lutte contre la réforme des retraites, donc leur faire ce cadeau, bonjour. Mais d'ici la fin de l'année, il y aura d'autres niches. Non, mais pardon. D'accord ? D'ici la fin de l'année. Non, laissez-moi. Oui, mais à la fin, d'ici la fin de l'année, il y a un PLFSS avec des amendements. Vous parlez du Rassemblement national, sauf que derrière... Vous nous avez parlé pendant 10 minutes de cette réforme des retraites qui n'est pas bonne pour les Français, pas parlé 10 minutes, qui fait travailler. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que
à la base, on parle des Français. Eh bien, on ne parle pas de politique politicienne avec le Rassemblement national. Si vous considérez que l'abrogation est nécessaire, oui, d'accord. Même si ça vient du Rassemblement national, pourquoi vous ne votez pas ? On est aussi dans un moment, et d'ailleurs, tant mieux, le Front républicain que nous avons proposé a fonctionné, où moi, je souhaite éviter que l'extrême droite gouverne ce pays. Voilà, je vous le dis. Je ne me fais pas à l'idée de l'extrême droite gouverne ce pays et à tout ce qui pourrait favoriser la progression de l'extrême droite, y compris de leur donner un espèce de label social, alors qu'en réalité, sur le plan économique, ils sont pas loin de la politique de M. Macron. Donc, on a ces deux éléments. Équilibrés. Mais je vous dis, je m'engage devant les Français, d'ici la fin de l'année, d'une manière ou d'une autre, que ce soit des amendements au PLFSS ou des PPL que nous proposerons dans d'autres niches, l'Assemblée aura abrogé la réforme des retraites. Éric Coquerel, vous avez manifesté ce week-end. Est-ce que ça signifie que vous considérez que la nomination de Michel Barnier est illégitime ? Ah bah totalement. C'est un coup de force, un déni démocratique. Enfin, on a un Premier ministre qui vient de la formation qui a le plus perdu ses élections. Il n'y a pas une démocratie dans le monde où ça arrive. Le Premier ministre est illégitime ? Oui, il est légitime vis-à-vis du vote des Français, bien sûr. Sa nomination est illégitime. Ce qu'a fait M. Macron est illégitime. Alors c'est moi, M. Barnier, sur lequel j'adresse les responsabilités, j'ai des critiques à lui faire, mais c'est M. Macron principalement. Enfin, M. Macron, il n'y a pas un endroit où on ne donne pas à la plus forte coalition la chance d'essayer de gouverner le pays. Mais si on s'en tient, ça c'est peut-être l'esprit, mais si on s'en tient au texte, le Premier ministre, il tient tant qu'il n'y a pas de majorité pour voter la censure. Donc je vous repose la question, vous nous parliez de motion de censure tout à l'heure. Pour que la motion de censure soit adoptée, il faut vraisemblablement que le RN et le nouveau Front populaire votent ensemble. Est-ce que ça peut arriver ? Ah bah oui, bien sûr que ça peut arriver. On a déjà eu des motions de censure que nous avons déposées, que le RN a votées. Mais enfin, n'inversez pas les problèmes, si vous voulez. Pour l'instant, on est dans une situation où l'exécutif s'est mis dans les mains du Rassemblement national, a testé tous les premiers ministres en demandant à Mme Le Pen qu'est-ce qu'elle ferait, jusqu'à trouver le Premier ministre qui va à Mme Le Pen. Alors, elle s'est aperçue hier un peu du danger. Elle dit « Ah non, je suis pas le DRH », parce qu'elle voit bien que appuyer un Premier ministre du système qui favorise une politique néolibérale, il y a une partie de ses électeurs, à mon avis, qui doivent peu apprécier l'histoire. Bon, enfin, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, pour l'instant, ceux qui, en réalité, depuis maintenant plusieurs mois, ont une alliance de fait avec ceux que nous avons combattus par le Front républicain, c'est l'exécutif. Ça a commencé quand l'exécutif a interrogé M. Attal, qui a dit, vis-à-vis de Mme Castet, nous poserons une motion de censure. Ça n'a été validé que parce que le RN disait la même chose. M. Attal n'a pas les troupes suffisantes pour une motion de censure. Et là, après, ça a été la suite. Mais sur le fond, M. Bertrand exit, M. Cazeneuve exit, et puis finalement, c'est M. Le Maire, parce que sur l'immigration, Mme Le Pen dit elle-même qu'il a des idées comparables au Rassemblement national. Lui, Michel Barnier, dit qu'il n'a aucune sympathie particulière pour le Rassemblement national, juste il respecte tous les élus de la République, à savoir le Rassemblement national comme la France insoumise. Là-dessus, vous devez être ravis. Il vous considère dans l'arc républicain, là où certains ont douté. Et j'en suis ravi. Enfin, le problème, je pense qu'il nous inclut pour pouvoir inclure le RN. Enfin bon, ça c'est mon avis, mais surtout ceux qui ont des sympathies pour M. Barnier, c'est Mme Le Pen, et c'est pour ça qu'il est nommé Premier ministre. Encore une fois, on va avoir une politique aujourd'hui qui va s'appliquer, qui est la suite du macronisme. Vous verrez, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé sur la réforme des retraites, je pense que les conditions de M. Macron pour la nomination d'un Premier ministre, c'était qu'il poursuive sa politique économique et sociale. C'est ce qui va se passer, des mesures très certainement qui vont satisfaire le Rassemblement national en matière sécuritaire. On va voir ce qu'il va faire, on attend le discours de politique générale de Michel Barnier. Oui, début octobre seulement. Rapidement, effectivement, pas de session extraordinaire. Rapidement, ça va pas avec M. Barnier. Quand le RN demande de nouvelles élections dans un an avec l'instauration de la proportionnelle avec prime majoritaire, vous dites banco ? Ça dépend quelle proportionnelle. Si c'est une proportionnelle uniquement pour favoriser le RN, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'elle soit que dans les très gros départements où la gauche est largement majoritaire, ça sera quelque chose de politicien. Soit c'est une proportionnelle intégrale, soit c'est pas la proportionnelle qu'avait imaginé à un moment donné Mme Braun-Pivet. Éric Coquerel, vous êtes député de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y aura une commission d'enquête à l'initiative de la France Insoumise, comme ça avait été annoncé le 25 juillet, sur l'organisation de ces Jeux Olympiques ? Alors je vous annonce, il y a la commission d'enquête officieuse que fait les filles, continue, mais je vous annonce qu'avec la commission des affaires culturelles qui s'occupe, qui a le leadership sur les JO, nous allons lancer soit une mission d'information, soit une commission d'enquête dans les mois à venir. Faut laisser retomber un peu les choses et qu'on ait les retombées sur au moins les questions de retombées économiques des JO. Donc il y a celle de la France Insoumise, qui est une bonne chose, officieuse, et il y a celle officielle que nous ferons de concert avec ma collègue présidente de la commission des affaires culturelles. Merci Éric Coquerel.